Bonjour à tous et bienvenue dans Cultech Tech pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker aujourd'hui. Ker, vous allez être surpris, a réussi à presque être cadré à l'image pour le bonjour. et vraiment, c'est pour ça que souvent les gens l'appellent 007 de YouTube. C'est qu'en fait, en toute discrétion, il a réussi à se replacer. On est là donc pour vous parler des news de la semaine. Il y a pas mal de news. Il y a des news qui font plaisir à Ker, puisqu'il y a des news pognon. Il y a des news qui me font plaisir, puisqu'il y a des nouveautés un petit peu technologiques autour du cinéma. Et j'ai envie de dire, bonjour à toi Ker, et est-ce que tu peux nous parler donc, de ce qui t'intéresse le plus, c'est-à-dire du point pognon. Oui, bonjour mon cher Greg, bonjour à tous. Alors déjà, sachez que d'ici, on en parlera dans une autre vidéo, il y a eu plein d'annonces. Et on attend un peu que les jours passent parce que les annonces tombent quotidiennement. Et donc, du coup, on préfère faire un bilan plus construit en temps voulu. Et on va parler également de Netflix parce qu'il se passe plein de choses autour de Netflix récemment. Mais là, dans cette vidéo, on va se concentrer sur d'autres actualités. Et on va commencer par le point pognon. Comme tu l'as dit, mon cher Greg, avec Avatar qui domine le monde. Puisque Avatar 2, la voix de la flotte, est actuellement 4e du box-office. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il en parle s'ils sont il n'est que 4e? Oui, mais il est 4e meilleur résultat de toute l'histoire du cinéma en termes, bien évidemment, de recettes de dollars sans prise en compte de l'inflation. Donc forcément, tout de suite, ça fait moins rêver, mais alors apparemment, du côté de Disney, faut pas trop insister sur ce genre de points. Toujours est-il que 4e pour Avatar, c'est énorme. Il est actuellement à 2 milliards 176 millions de dollars. Il va dépasser très rapidement Titanic et être sur le podium. Ce qui ferait, mon cher Greg, déjà quelques petites anecdotes. Accroche-toi bien à ton slip. Nous avons donc James Cameron qui a 3 de ses films dans les 4 plus gros succès de l'histoire du cinéma: Avatar, Titanic et Avengers The Way of Water. Avengers Endgame n'étant pas de Cameron et qui est actuellement 2e. Lorsque Avatar 2 sera 3e, on aura donc les 3 premiers du box-office mondial qui commenceront par la lettre A. On pourra donc parler de triple A pour la domination du cinéma. Alors là, j'étais en train d'essayer de chercher des anecdotes qui n'avaient aucun sens. Et j'ai trouvé, figure-toi mon cher Greg, une anecdote intéressante sur les plus gros succès du box-office mondial. Veux-tu l'entendre, cette anecdote ? Eh ben, il y a dans le top... Allez. Attends, je descends un peu pour vérifier... jusqu'à où je m'arrête. En tout cas, franchement, on 30. pourra jamais critiquer l'organisation. Voilà. Dans les 30 premiers plus gros succès de l'histoire du box-office mondial, en termes de dollars, il n'y a qu'un seul film qui est une création originale, c'est-à-dire qui n'est ni une suite, ni le fruit d'une franchise, ni un remake, ni l'adaptation d'un conte. Ok ? C'est lequel ? Dans les 30 premiers. C'est Avatar. Eh ben, c'est Avatar et il est premier. Et le truc, c'est que certains vont dire que non, puisque c'est l'adaptation de la franchise Pocahontas. Oui. Ce qui est pas beau. Mais de toutes les manières, il faut... Enfin, James Cameron, il a compris ce qui parlait aux gens, quoi. Mais c'est incroyable Titanic, de dire que c'est pas évident quand tu pitches Titanic de dire le film il va durer plus de 3 heures, il va y avoir une histoire d'amour comme ça tragique. Tu te dis pas que tu vas parler à autant de personnes par rapport à n'importe quel autre film que tu peux voir. Et ça, c'est incroyable. C'est sa capacité à rendre un film à chaque fois universel. Alors j'ai hésité à mettre Frozen aussi parce que La Reine des Neiges, elle est 19e, mais c'est l'adaptation d'un conte qui n'était pas très très connu des enfants avant que Elsa et Anna et Olaf et Christophe et Sven, oui je connais tous les personnages, et alors ne s'emparent du phénomène, mais quand même. Donc voilà, en France, un truc quand même à dire, c'est que là le film a dépassé les 13 millions d'entrées, c'est très correct, puisque ça faisait 12 ans que ça n'était pas arrivé.
qu'un film cartonne autant. Et on peut même aller plus loin, puisque c'était pas arrivé. Donc 12 ans, c'est Intouchable, hein, qui avait fait chiffre similaire. On peut même aller plus loin, puisqu'en fait, il n'y a pas eu de film américain qui a connu un tel succès en France depuis Avatar, en 2009. Donc voilà. Ce qui fait quand même que dans le top 20 des plus gros succès de l'histoire du cinéma français, eh ben James Cameron a placé 3 de ses films. Donc voilà. Et puisqu'on parle d'un film qui ravage le box-office, comment ne pas parler d'Astérix et Obélix au service de Sa Majesté? Alors déjà, je tiens à rassurer tout le monde, puisque Guillaume Canet a été en promo absolument partout. Sachez que vous êtes ici en sécurité. Guillaume Canet ne viendra pas dans la vidéo faire la promo du film. Ok, alors attends, du coup Guillaume, je suis désolé, on n'aura pas le temps pour ton passage, visiblement, car ne l'a pas validé. T'es prêt à tout, hein, parce que pour venir chez moi, fallait vraiment qu'il ait envie de faire les bouchons et tout. Je suis désolé, tu peux garder... Enfin, oui, tu peux prendre le saucisson en partant, ouais. Ouais, excuse-moi, hein, mais c'est juste que du coup, je disais à notre invité qui ne serait pas... Ouais. Et donc, le truc, donc, c'est vrai que ça fait à beaucoup de monde, et notamment Guillaume Canet qui a expliqué que le film devait être une réussite pour l'industrie du cinéma français, du fait de son important budget. Et alors, bon, il y a plein de choses qui ont été dites sur le film. Beaucoup de gens ont soulevé le point intéressant sur le fait que notre ami Guillaume Canet disait ça et était aussi présent dans les médias parce qu'il savait que son film allait se faire démonter par la critique. Eh ben, il a eu raison, puisque le film se fait démonter par la critique. Il y a, c'est vrai, des moments un peu malaisants. Tu vois, il y a des gens qui ont expliqué qu'ils avaient réussi à rendre Jonathan Cohen pas drôle. Il y a un extrait qui a été diffusé sur les réseaux sociaux où on voit Jonathan Cohen et Guillaume Canet se disputer pour une demoiselle, comme si c'était un beefsteak. Et en plus, il y a aucune réplique qui est rigolote. Mais bon, toujours est-il que le film a réalisé un énorme démarrage qui a été repris par l'intégralité de la presse mondiale française, je précise, puisque le film a signé le 18e meilleur démarrage de tous les temps, entre parenthèses, pour un film français en France. Alors bien évidemment, tous les autres films américains comptent pas dans le truc. C'est objectivement pas folichon, mais il faut vraiment créer la hype pour que les gens aillent au cinéma voir le film. Alors il fait un bon démarrage, je vais pas être médisant. Il est à 1,6 million pour sa première semaine. C'est mieux que le précédent, qui était avec Gallienne, je crois, qui était chez les Bretons, qui avait fait 1 million en première semaine. Par contre, on est loin de ce qu'avait fait le 1, le 2 et le 3. Donc pour l'instant, c'est des chiffres qui sont moyens, mais je pense que le film ne va pas du tout être aidé par le bouche à oreille qui est catastrophique et à mon avis par cette espèce d'habitude qu'a pas le cinéma américain d'ailleurs. Le cinéma américain a ce phénomène-là, mais tu sais, pour les comédies romantiques, c'est de prendre le plus de gens connus et de les mettre à l'écran. Dans les comédies américaines, t'as pas ça, t'as quelques acteurs, personnages, etc. Et ils te font une comédie. Là, non, ils sont allés chercher les youtubeurs de Macron, là, McFly et Carlito, Ibrahimovic, Cassel, enfin, il y a même des youtubeurs et des comiques que je connaissais pas du tout. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de personnages. Et Jonathan Cohen, et Marion Cotillard, et Guillaume Canet, et puis Gilles Lelouch. Voilà, un énorme casting. Alors peut-être que s'ils avaient resserré un petit peu le cast, peut-être que ça aurait, bon voilà, moi, un peu mieux marché sur ceux qui l'ont vu. Vas-y, t'es assis différemment de moi, c'est ça? Ah non, c'est une autre position par rapport au sujet, c'est pas une autre proposition. d'être... En fait, moi je pense que si le bouche à oreille est mauvais, c'est peut-être juste parce que le scénario est nul. Mais non, mais ça, mais je dis pas le contraire. Autant de temps à booker autant de gens, mais oui. peut-être que le problème n'est pas là. Ah mais non, mais bien évidemment. Tout le casting de la planète.
C'est juste que si les vannes ne sont pas drôles alors que c'est censé être une comédie, bah, le film ne sera pas bon. Il y a un autre truc aussi que j'avais lu qui était intéressant. Après, c'est un peu facile de parler d'un film qu'on n'a pas vu. Et on l'a pas vu, tant mieux. C'est que là, dans ce film, les blagues parlent à ceux qui le voient à l'instant T. Là où, par exemple, sur Mission Cléopâtre, qui est très clairement le modèle que les autres veulent copier, bah, c'est de l'humour qui fonctionne des années encore après. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, Canet a essayé de courir après, n'a malheureusement pas réussi à réussir. Par contre, moi, je vous conseille vraiment le sketch entre Guillaume Canet et Alain Chabat c'était dans le show là sur TF1 de Alain Chabat, qui n'a pas duré assez longtemps, que moi je trouvais très drôle. Et il y a Chabat qui est vexé de ne pas avoir été repris en César dans le film, et Canet qui lui explique pourquoi il a préféré Cassel à Chabat. C'est vraiment très très drôle. Donc je vous invite à regarder cet extrait, il est sur Twitter, sur le compte du Late Show. Juste pour revenir sur le truc que tu disais tout à l'heure, parce que c'est Galadriel qui m'avait fait la remarque, le truc c'est que c'est quand même un peu chelou de dire il faut que vous veniez, sinon le cinéma français va mourir et tout. Mais en fait, les spectateurs, il n'y a pas besoin de les supplier quand les films sont bien. C'est-à-dire que si le cinéma français en est là, c'est parce que c'est de l'entertainment. C'est un truc qui doit donner envie aux gens de voir le film et de voir le film plusieurs fois. Si le cinéma français, à un instant T, dans une décennie, n'arrive pas à capter les gens, c'est qu'il n'a pas su s'adapter, c'est que les personnes qui sont financées ne sont pas les personnes qui ont le plus de talent, où ils sont financés parce qu'ils se plaisent à une frange qui sont les décideurs et moins que les visionneurs. Et du coup, en fait, il est plutôt là le problème. Et donc, c'est l'échec d'un système. Et donc, bah, ça veut dire que une fois qu'il sera complètement en faillite ou qu'il sera en déliquescence, il y aura d'autres choses qui vont sortir. Mais là, en fait, c'est dire le cinéma français, c'est les mecs qui sont dans le film. Mais j'espère que c'est pas le cas. C'est plein d'autres gens, c'est plein d'autres choses, d'autres propositions. Donc, franchement, surtout que j'ai pas c'est exactement pareil que quand aux États-Unis. Enfin, c'est les mêmes arguments où en fait la faute elle est au public. Non, mais tu comprends, vous êtes des racistes de pas aimer Amazon, les anneaux de pouvoir, c'est pas bien. Vous êtes pas fan du cinéma français si vous. Mais en fait, on est en train de parler d'un divertissement. Il faut pas que le public se dise bon alors voilà, je vais passer 2 heures de merde. Mais c'est pour soutenir le cinéma français. Mais c'est rendre un truc. C'est mettre de la politique là où il y en a pas. Les musiques, on n'est pas en train pendant toute une journée d'écouter des musiques de merde en se disant non mais le label, il faut vraiment que je soutienne le label. Si on ramenait ça dans n'importe quel autre travail, ça veut dire qu'en fait, moi, il faudrait que j'explique à mes clients qu'il faut qu'ils me donnent leur argent parce que, vous comprenez, c'est m'aider. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est quand on fait bien son travail qu'on a des clients, des spectateurs, trucs comme ça. Enfin bref. Surtout qu'on vient de parler du box-office et du fait que Avatar était le plus gros succès depuis 12 ans. Et j'ai pas le souvenir que James Cameron ait fait tous les plateaux télé en disant Please, please, come on baby, in the movie, in the theaters. Bon, donc bref. J'ai très mal dit, mais vous avez compris de quoi je parlais. Allez, à toi mon cher Greg. News suivante. Alors, ma news suivante, c'est un peu l'inverse en fait. C'est 2 salles, 2 ambiances entre Care et cette news. C'est Shyamalan en fait qui expliquait. Alors, il a expliqué il y a quelques années, mais il est revenu sur le sujet pour les raisons que je vais vous expliquer. Il était venu auprès de Collider pour lui expliquer comment est-ce qu'il finançait ses films. Et la réponse, elle est simple, c'est lui qui les finance. En fait, il a décidé aux alentours de The Visit de financer ses films. En gros, il y a un moment, quand il était un peu au creux de la vague,
il s'est dit je vais financer moi mes films pour en faire exactement ce que je veux. Du coup, dans la catégorie, il a financé Visit, Split, Glass, etc. par ses propres deniers. Et pour faire La cabane in the woods, il a carrément dû reprendre un crédit sur sa maison. En tout cas, hypothéquer sa maison pour reprendre un crédit. Et parce que il voulait pouvoir le financer de la manière qu'il voulait. Et il expliquait que il parlait sur, entre autres, on lui posait la question de quel conseil il donnerait à des jeunes réalisateurs-producteurs. Et il expliquait de dire faites pas ce que je fais, c'est super dangereux. Mais lui, c'est son équilibre, c'est l'équilibre qu'il a trouvé pour avoir sa liberté créativisme. Voilà, je vous en donne 2-3. Je vais enchaîner par une autre news. Du coup, vous le savez, puisque vous avez sans doute vu la vidéo sur les intelligences artificielles, que en ce moment, il y en a plein. Il y a OpenAI sur le texte. Il y a, j'ai complètement oublié le nom. C'était. Merci Kerr de ne pas m'aider. Kerr qui ne sait pas du tout de quel news je vais parler. Truc, là. Et en fait, le truc, c'est que. Le truc qui improvise du texte. Juste couper une seconde. Qu'est-ce que t'as dit, Kerr ? Ah, c'est là. Je sais pas, chaprété, je sais pas. Ok. Donc, comme vous le savez, il y a pas mal d'IA différentes en ce moment. Il y a donc OpenAI sur le texte, l'écriture. Il y a également Midjourney pour la création de génération de photos, que j'ai essayé il n'y a pas très longtemps, qui est incroyable. Et maintenant, il y a Sound Raw pour la musique qui vient d'arriver. La destination est vraiment audiovisuelle, cinéma, corporate, machin, etc. Mais surtout l'audiovisuel. Et c'est assez incroyable. L'outil, c'est tu lui donnes l'ambiance, quel est le style, tu veux plutôt du Hans Zimmer, triste, joyeux, une ambiance pirate, science-fiction, etc. Et en fait, ça te fait la courbe de la musique. Et tu lui dis, en fait, j'aime bien ce segment, est-ce que tu peux développer sur ça ? Après, tu lui dis, j'aime bien ce moment-là, est-ce que tu peux le mettre en boucle ? Enfin, c'est incroyable. Quelqu'un qui connaît rien à la musique peut lui faire faire des musiques de ouf. Alors, il y a toujours les problèmes de paternité, puisque c'est des IA qui sont basées sur les musiques qui existent déjà, etc. etc. Mais voilà. Donc, dans combien de temps il y aura toutes les musiques du top 50 qui seront issues d'IA ? Je ne sais pas. Mais je vous conseille de regarder l'anime. Coup dur pour David Guetta. L'anime, effectivement. Et en fait, ce qui est marrant avec ta blague sur David Guetta, bon, c'est plus David Guetta, je ne sais pas s'il utilise des IA, en tout cas, dans le début de sa carrière, ça m'étonnerait. Mais il y a eu un anime qui a été fait par Shinichiro Watanabe, donc le gars qui a fait Cowboy Bebop et Samurai Champloo, il y a quelques années, qui était en exclusivité sur Netflix. Ça s'appelait, je ne sais plus, Wednesday quelque chose. Et en fait, c'était sur deux filles qui faisaient de la musique dans le futur. Et c'était une révélation parce qu'elles faisaient vraiment de la musique. Elles n'étaient pas en train d'utiliser des intelligences artificielles. Et en fait, quand on revoit cet anime avec ce qu'on voit en ce moment, tout se relie très différemment. Et c'est incroyable qu'il ait senti à ce point-là le courant des choses, quoi. Enfin bref. Donc voilà, mon cher Kerr, je te laisse faire une petite news et puis après je vous reparlerai d'autres news. Il y en a une entre autres sur les IA. Kerr, dis-moi. Bah oui, moi je vais vous parler de Disney parce qu'il y a eu, alors on en fera, je vais aller très vite parce qu'on en fera sûrement une vidéo beaucoup plus complète. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a un nouveau big boss qui est arrivé chez Disney, qui est l'ancien en fait, Bob Iger. Et la presse américaine révèle que Bob Iger envisage de permettre à d'autres plateformes de développer du contenu Disney, en l'occurrence. L'exemple qui a été pris par différents articles américains, c'est de développer du contenu Star Wars ailleurs que sur Disney+. Par exemple sur Netflix ou Prime Video, etc., etc. Ce qui est extrêmement cohérent, puisque en fait ça permettrait à des non-abonnés Disney+, de voir ce que potentiellement proposent les franchises Disney et par ricochet peut-être arriver
ensuite sur Disney+ pour voir la suite, ou les séries qui ont été faites précédemment. Il y a plein on sait déjà que par exemple la Warner vend du contenu à Netflix, des droits de diffusion comme Harry Potter, Jurassic Park du côté d'Universal, etc. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que vraiment le tout pour Disney+, c'est plus tout à fait aussi vrai, au point où la presse américaine se demande si du côté de Disney, on n'est pas en train de lâcher Disney+. On n'en est pas là, mais il y a une ouverture du côté de Bob Iger et des gens qui travaillent avec lui sur le fait de pourquoi pas laisser des franchises Disney s'étaler un petit peu ailleurs. Ce qui, moi, je trouve est une plutôt bonne idée, mais on en parlera davantage dans une autre vidéo. Et ma news suivante, c'est pour féliciter quelqu'un. Bravo Madame Viola Davis, qui joue notamment dans Suicide Squad, qu'on a vu récemment, et qui aura sa propre série en tant qu'Amanda Waller chez DC. Elle a obtenu un Grammy Awards, et figure-toi mon cher Greg qu'elle a atteint un statut de EGOT, qu'on donne aux gens qui ont obtenu un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony Awards. C'est un peu la classe, non? Il lui manque Roland Garros. On peut pas tout avoir. Mais déjà gagner Emmy, Grammy, Oscar, Tony. Donc les Tony Awards, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un truc... je sais pas. J'allais dire... non, j'en sais rien. Et en tout cas, les Grammy, c'est la musique. Les Emmy, c'est série ciné. Et Oscar, c'est ciné. Donc voilà. Viola Davis, qu'on a vu cette année en effet, comme le montre Galadriel à la réalisation dans le film Woman King. Voilà mon cher Greg, à toi. Eh bien, pour continuer et finir sur le sujet des IA, il y a petite anecdote pour la blague. Il y a quelqu'un qui, il y a une équipe qui a codé une IA qui fait du stand-up sur Twitch. Et ils l'ont appelé Larry Feinberg parce qu'en fait il s'inspire de Jerry Seinfeld. Et eh bien, figurez-vous qu'elle est bannie pour 14 jours parce que l'IA a fait dans son sketch improvisé des blagues homophobes et transphobes. Et je suis allé les regarder. Alors je pourrais pas vous les dire parce que YouTube va nous censurer, mais en gros le truc c'est que elles sont assez vénères. Elles sont assez vénères et du coup l'équipe de développement dit ouais, en fait on va s'assurer que c'est plus le cas et tout. Et en fait donc ça peut pas sortir de nulle part. Donc la question c'est est-ce que l'équipe est tellement transphobe que leur création en découle, ou alors ce qui est plus probable, les IA en fait travaillent sur un calcul de pourcentage de chance de quel mot va après quel mot, et donc quel mot, quelle association d'idées va générer l'association d'idées suivante. Et visiblement, les bas-fonds d'Internet sont tellement pourris que les IA qui s'en inspirent nous font des contenus du coup à incitation sectaire, quoi. Bref, donc 14 jours sans Larry sur Netflix, sur Twitch. J'espère que ça vous fera pas trop criser. Je vais terminer je vais pas terminer parce que j'ai d'autres news derrière. J'ai quelques infos. Il y a That 90s Show dont j'avais parlé il y a quelques temps en disant que j'avais découvert qu'il y avait un sitcom de nos jours qui existait en production. Et ben ça a l'air de plutôt pas mal se passer, puisque la saison 2 vient d'être commandée alors que ça fait quelques jours que 90s Show est sorti. Gladiator 2 a une date. Ce sera novembre 2024. Pour rappel, hein, c'est une suite sans les mêmes personnages. Et puis allez, vas-y, avant que Kerr nous fasse aussi un tunnel de news, il y a un truc qui m'a fait sourire. Je crois que tu allais me refaire, laisser l'opportunité de refaire une blague sur commode et buffet. Mais non. Ok. Tu sais que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit que l'histoire serait un film à tiroir. Mais bon.
Et donc, du coup, il y a un truc qui m'a fait marrer. Et ce n'est pas ce que vous pensez. Du coup, c'est les premières reviews qui sont sorties donc, de Quantum Mania. Et alors, à chaque fois qu'un Marvel ou qu'un gros film, hein, c'est pas de la faute à Marvel, qu'un gros film sort, en fait, il y a les personnages qui sont l'espèce de presse invitée, où ils ont le droit de voir une avant-première avant l'avant-première. À chaque fois, tout le monde ne fait que des éloges. Tous les films sont que des chefs-d'œuvre. Et après, il y a les avant-premières, et là, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, vraiment, les dernières fois, on avait eu le meilleur film. On avait vraiment eu des trucs, meilleur film du MCU, un film qui va vraiment changer la vision des gens. Enfin, alors que c'est pour des blockbusters complètement basiques. Mais alors là, pour Quantum Mania, les mecs sur les pré-reviews là, ils sont très très chauds. Y en a qui disent que c'est le meilleur film du MCU, bon ça on l'a tout le temps. Y en a d'autres qui disent que c'est un des méchants les plus charismatiques, si ce n'est le plus charismatique avec du coup Kang. Et moi le truc qui m'a vraiment fait marrer, ils ont dit que là du coup Marvel s'était payé un truc de l'envergure de Star Wars. Alors quand il dit ça, moi ça m'a fait lever un œil, je me suis dit est-ce qu'il parle de Star Wars 9 ? Et du coup, la vérité, dans pas longtemps, puisque le film va sortir pas longtemps après que nous enregistrons. Ker, toi, est-ce que tu penses que ce film donc, va changer la manière dont les gens voient la paix dans le monde ? Alors, tu parlais des premiers avis et c'est intéressant parce que t'as retenu les positifs, alors que moi, j'en ai lu qui atomisent le film. Globalement, ce qu'on peut dire dans tous les premiers avis qui sont tombés, c'est que Jonathan Majors je précise très qu'en fait, il y a les toutes premières, non pas avant-premières qui sont sorties, et Kerr fait référence justement à quelques avant-premières un peu plus légitimes qui viennent de sortir. Ouais. Et ça, on va dire plus légitimes. Alors par exemple l'écran large qui n'est pas toujours tendre avec des films mais qui au moins a l'honnêteté de dire ce qu'il pense ont massacré le film. J'ai vu d'autres critiques aussi très très dures avec Ant-Man. J'étais pas du tout rassuré. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en effet Marvel a essayé de faire du Star Wars dans ce film-là, que ça part un peu dans tous les sens, que parfois on s'ennuie, que c'est sans surprise. Que là, ce que moi j'ai lu le plus, c'est que c'est un film qui est coincé entre Star Wars et Thor 4, avec un Jonathan Majors qui apparemment est très bon, mais que c'est un mauvais film de Marvel et que la phase 5 commencerait plutôt mal. Donc ça m'a pas trop enchanté, sachant que j'ai été déjà pas très motivé à l'idée de courir le voir le jour J, ce que je vais faire bien sûr, mais pour la chaîne. Mais ouais, bon, il sort le 15 février. Tu veux que je fasse des news ou moi, mon cher Greg ? Évidemment, je pense que nous attendons tous des news. Eh ben ouais, mais moi c'est un peu de la mauvaise nouvelle. Alors j'ai commencé par une mauvaise nouvelle et une très mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que Ludwig Göransson, qui était l'excellent compositeur des 2 premières saisons de The Mandalorian, et qui n'a pas fait que ça, hein, bien sûr, il a bossé notamment sur Black Panther, etc. Eh ben, il ne reviendra pas sur la saison 3 de The Mandalorian. C'est vraiment une mauvaise nouvelle parce que c'est lui notamment qui a fait Open the Door. Alors bien évidemment en s'inspirant du thème de Luke de John Williams, mais il avait fait un excellent boulot sur la saison 2 de Mandalorian et en fait il reviendra pas sur la saison 3, il sera remplacé par Joseph Shirley qui a bossé sur The Book of Boba Fett, dont la BO était nettement plus oubliable. J'ai envie de dire, donc voilà, pour Mando, dont les premières... Il y a une succession d'affiches qui là commencent à sortir. D'ailleurs, Gabriel vous en a montré une. Il y a aussi la dernière bande-annonce que moi j'ai trouvé super chouette et qui me donne très envie de voir ça. C'est en mars, si je ne dis pas de bêtises. Et la très mauvaise nouvelle, c'est le décès de l'actrice Annie Churching qui jouait notamment dans 24 heures chrono et qui est décédée à l'âge de 45 ans d'un cancer.
Donc, paix à son âme. C'est une actrice qu'on avait vue notamment dans The Vampire Diaries. Et c'était elle qui jouait Tess, enfin qui doublait Tess dans The Last of Us. Voilà. Et il y a un parallèle terrible entre son personnage et elle. La même semaine, voilà. Mais bon, moi c'est une actrice que j'aimais beaucoup dans le rôle de René dans 24 heures chrono. J'étais déçu. Enfin, j'étais triste d'apprendre son décès. À toi, mon cher Greg. Je crois que j'ai fini, moi, mes news. Attends, je regarde s'il n'y en a pas une qui s'est cachée. Ah non, j'en ai encore une. Tu permets, je la finis comme ça, je plie les gaules. Travis Fimmel, je sais plus si tu l'avais fait en news, et du coup, je vais peut-être la refaire, mais je crois pas que tu l'avais fait. Tu avais parlé, toi, de la série de Dune, The Sisterhood. Eh ben, Travis Fimmel, l'acteur de Viking, qui jouait Ragnar Lothbrok, eh ben, qui a été très longtemps coincé sur un projet sur Wyatt Earp qui ne s'est pas fait, qui ensuite a joué dans la série Raised by Wolves. Notamment, bon, je trouve qu'il n'a pas eu du tout la carrière qu'il méritait d'avoir suite à Viking. Et ben, Travis Fimmel va jouer dans la série Dune, The Sisterhood, donc sur les sœurs Bene Gesserit. Il va jouer donc un militaire proche de l'empereur qui s'appellera Desmond Hart. Et qui va être un peu le loup dans la bergerie de Lord Bene Gesserit. On n'en sait pas plus pour l'instant sur son rôle. Mais la série, et Greg en avait déjà parlé au niveau du casting, c'est bien étoffé au niveau donc de ses interprètes. À toi, mon cher Greg, je te laisse finir les news. Alors, on va enchaîner rapidement. Umbrella Academy, le tournage de la saison 4 a commencé. Il y a eu un petit rappel que ce sera la dernière saison. Et quand est-ce que ça va sortir ? Entre fin 2023 et demi 2024. Moi, j'avoue que la dernière saison, donc la 3e saison de Umbrella Academy m'avait pas mal enthousiasmé. Elle m'avait un peu fait renouer avec la série parce que la saison 2, moi je l'avais trouvée vraiment plutôt tiède. Donc là, c'est plutôt sympa. Si vous êtes intéressé, il y a le nouveau film de Guy Ritchie qui est avec Jack Gyllenhaal, qui s'appelle The Covenant, qui vient de sortir le trailer, hein, j'entends. Une news qui est une news dans une news, c'est que La La Land, le film donc, qui a eu l'Oscar en 2016, va avoir sa comédie musicale à Broadway. Donc si vous avez les pesetas, et même j'ai envie d'être un peu foufou et de vous dire les dollars, si vous avez les dollars pour aller aux États-Unis, et une fois que vous êtes aux États-Unis, de vous payer le petit spectacle, eh bien, sachez que vous aurez la chance de voir le spectacle produit par Mark Platt et Lionsgate, qui avait produit le film. Et ça me permet de vous dire que j'ai eu la chance de voir le week-end dernier Babylone, qui est donc le film d'après. Mais c'était tellement bien. Franchement, quelle expérience au cinéma. Et si vous vous posez la question de est-ce que vous voulez le voir au cinéma ou attendre qu'il sorte sur une plateforme, ce film, il faut le voir au cinéma parce qu'il y a plein de moments de mise en abîme du fait qu'on est des spectateurs dans une salle de cinéma en train de regarder un film qui est en train de se construire et tout. Le film, je pense, se voit vraiment très différemment en étant au cinéma. C'est le plus grand rôle de Margot Robbie. Brad Pitt est excellent. Vraiment, vous allez être très surpris du casting. Je veux pas vous en dire parce qu'il y en a certains qui sont vraiment une surprise. Et vraiment des moments malaisants, des moments drôles. Enfin, il y a de tout dans ce film. Je vous conseille fortement d'aller le voir. Et du coup, mes news finales, c'est une non-news. C'est que en fait, donc il y a c'est l'anniversaire des 40 ans du retour du Jedi. Et devinez quel est l'événement ? Eh bien, il va y avoir des nouvelles Funko Pop. Star Wars, 40 ans, des nouvelles Funko Pop. Voilà où on en est la licence de notre petit cœur d'enfants et d'adolescents. J'espère que vraiment la saga va devenir autre chose que ce qui a l'air d'être parti pour être une série, enfin une saga de série. Mais nous verrons bien. Voilà. Mon cher Kerr, je te laisse le mot de la fin. Mon mot de la fin sera la news de la fin, alors je suis toujours aussi bien cadré.
C'est George Clooney qui sera aux commandes de la première saison, en tout cas. On ne sait pas s'il s'occupera des suivantes, mais de la première saison du remake américain de la série française Le Bureau des légendes. Voilà, il va être le chef d'orchestre de cette nouvelle série dont le nom, attendez, j'ai oublié, s'appellera The Department. Voilà. Bah écoutez, on va voir ce que ça va donner. Le Bureau des légendes est considéré comme une des meilleures séries françaises de ces dernières années. Eh ben merci à tous d'être venus. Merci aux tipeurs de donner de leur cœur. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, on les lit avec plaisir. Et puis on répond aussi. Petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche. Et Greg, je te laisse le mot de la fin. Tu as le droit à un mot en 3 lettres. Et bah Ker, visiblement c'est le mot de la fin dans le mot de la fin. Et bah du coup je vous dis ciao, des bisous, ciao ciao ciao.